Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Alors, cher ami, oui. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, bonsoir. Bien sûr, je suis heureux de m'associer à la présentation de l'ouvrage de notre cher ami, le professeur Hassan Louazani, mais intervenant en dernier lieu, et après tout ce qui a été dit, je n'ai presque rien à dire, donc je risque d'ennuyer l'assistance déjà fatiguée. C'est pourquoi je vais être bref et me concentrer sur quelques points concernant d'abord l'intérêt ou le multiple que présente l'ouvrage. Je vais être didactique et aussi dire quelques remarques que m'a inspiré l'ouvrage de Hassan sur un certain nombre de points. J'avais prévu plusieurs points, mais puisque le temps maintenant presse, je vais me limiter à quelques points qui vont vous sembler peut-être pas fondamentaux pour l'ouvrage, mais ce qui était, je considéré comme substantiel, je vais l'utiliser de côté parce que ça va demander beaucoup plus de temps, donc je vais me concentrer sur quelques points qui ont été soulevés par mon cher ami Hassan dans son ouvrage vers la fin. Alors d'abord, l'intérêt de l'ouvrage, c'est un intérêt multiple, enfin plusieurs intérêts que je trouve dans cet ouvrage. Premier intérêt, il est académique. Deuxième intérêt, il est historique. Troisième intérêt, il est juridique. Et enfin, quatrième intérêt, politique. Alors rapidement, s'agissant de l'intérêt académique, avec cet ouvrage, c'est Hassan l'avoue finalement parce qu'il a jugé bon d'effectuer une mise à jour heureuse et concentrée de son ouvrage thèse paru en 1981 sur la pratique marocaine du droit des traités. Donc ainsi l'ouvrage reste d'actualité. On aurait été resté frustré si cette mise à jour n'avait pas été faite. Ça, surtout avec l'évolution du sujet. L'évolution du sujet du traité, la pratique marocaine des traités et de la place des traités dans le droit public marocain. Je signale aussi que la thèse de Seyh Hassan compte parmi les quelques grandes thèses faites par les Marocains, grandes et premières thèses faites par les Marocains en droit international. Bon, c'est quand même, donc ça s'imposait cette mise à jour. Et son ouvrage est un classique. Voilà pour ce qui est de l'intérêt académique, de l'intérêt historique. Alors, l'ouvrage nous plonge dans une longue histoire diplomatique du Maroc en tant qu'État multiséculaire. L'État multiséculaire était très ancien. Donc, à travers les traités conclus par le Maroc avec les puissances extérieures depuis les Almohades, depuis pratiquement le XIIe siècle, jusqu'au protectorat, l'auteur Hassan a voulu montrer trois choses. D'abord, l'ancienneté de l'existence de l'État marocain et de sa continuité historique, bien qu'il y ait des choses à dire. Sur ça, j'avais prévu de parler de ça, mais je ne tombe pas, je ne vais pas soulever cette question. Deuxième chose, la continuité du Maroc, malgré les différentes péripéties qu'il a connues, internes et internationales, la continuité du Maroc en tant qu'acteur international, et dont nous jouissons d'une certaine indépendance, de souveraineté, et surtout, comme il l'a dit, sous protecteur notamment, avec la personnalité juridique internationale et sa capacité de conclure des traités internationaux malgré sa mise sous tutelle, n'est-ce pas, par protectorat.
Et enfin, dernièrement, en tant que, disons, s'agissant de cet intérêt historique, il a montré aussi, troisième chose, la richesse et la spécificité de la pratique des traités du Maroc du Moyen-Âge jusqu'au temps moderne. Voilà donc pour le juridique, pour l'intérêt historique. L'intérêt juridique. Alors, il s'adresse aux juristes spécialisés du droit international et au-delà des aspects techniques, comme ce que c'est qu'un accord, ce que c'est qu'un traité, ce qu'une convention, quelle est la différence entre ratification, approbation, adhésion, signature, etc., etc. Au-delà de ça, l'intérêt juridique de l'ouvrage est double. D'abord, il concerne les rapports entre la souveraineté et la personnalité juridique internationale. M. Hassan a montré qu'à travers l'étude des textes, de la doctrine, de la jurisprudence, que le Maroc, s'il a perdu sa souveraineté par le protectorat, il a gardé pour autant sa personnalité juridique internationale. Le protectorat, le traité du protectorat, c'est un acte juridique international. Instaurant le protectorat, c'est un traité donc qui suspend la souveraineté du Maroc, mais il n'abolit pas la qualité de personne juridique internationale du Maroc. Ça veut dire que cela implique un certain nombre d'obligations pour la puissance protectrice. Le respect des engagements antérieurs du Maroc, ça a été soulevé là, et puis ça implique aussi le consentement par le souverain marocain sous le protectorat à tout engagement pris en son nom par la puissance protectrice. Je crois que ça a été souligné. Et puis, deuxième intérêt au niveau de cet aspect juridique, c'est les rapports entre les traités et la loi interne. Alors, animé par un souci de voir le Maroc engagé totalement dans la modernité juridique, c'est Hassan jette un regard critique sur les constitutions marocaines d'avant 2011, s'agissant du peu d'importance que ces constitutions accordaient aux traités, et s'agissant aussi de leur silence sur le rapport que ces traités entretenaient avec la loi interne. Alors que cette primauté, comme il l'a analysé, comme il l'a souligné, cette primauté était largement reconnue au niveau législatif et aussi par la jurisprudence malgré certains flottements. Mais il ajoutait aussi un autre regard critique, même sur la Constitution de 2011, qui, elle, reconnaît explicitement la primauté des traités sur la loi interne, mais cette primauté a été assortie d'un certain nombre de conditions, n'est-ce pas, qui en limitent la portée. Et on sait bien que le contexte de la révision de la Constitution a permis à un certain nombre de mouvements politiques de limiter la portée de la soumission des traités à la loi interne. Et je veux parler, j'ai nommé le mouvement islamiste, surtout le TJB, qui en a fait une affaire cruciale. Voilà donc pour l'intérêt juridique. Le dernier intérêt, c'est l'intérêt politique. L'ouvrage montre les progrès qu'a fait le Maroc en matière d'état de droit et de respect des droits de l'homme à travers l'adhésion du Maroc, ça a été expliqué longuement par mon ami Souba. L'adhésion du Maroc a un très grand nombre d'instruments internationaux en matière de droits de l'homme, surtout les 9. Et deuxième progrès, c'est la reconnaissance explicite de la primauté de ces instruments sur la loi moderne. Et troisième progrès, c'est l'instauration d'un contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux du Maroc. Ça, c'est nouveau. Donc, à côté de la loi, maintenant, il y a les engagements internationaux qui peuvent être contrôlés
par la Cour constitutionnelle sur le plan de leur conformité avec la Constitution marocaine. Voilà donc rapidement les différents intérêts, je ne vais pas parler d'atouts, disons, qui ont marqué l'ouvrage de Sey Hassan. Maintenant, quelques remarques. J'avais prévu de parler de 6 remarques, de dire 6 remarques qui m'ont inspiré un certain nombre de points soulevés dans l'ouvrage de Sey Hassan. Mais je vais me limiter à quelques-unes. Ce ne sont pas des critiques, hein, je le montrais au début. Ce sont seulement des remarques qui peuvent enrichir de la compréhension de l'ouvrage. La première remarque concerne la tradition dans la pratique marocaine des traités. L'ouvrage s'appelle Maroc et traités internationaux, tradition et modernité. Mais dans la tradition, j'ai remarqué que le Sey Hassan a surtout mis l'accent sur l'expérience locale du Maroc, du Maroc, des dirigeants marocains. Alors qu'on sait que depuis le XVIIIe siècle, avec Cheybani, s'est développée une sorte de droit des gens islamique, ainsi, adossé à une vision du monde, n'est-ce pas, composé de 3 grands ensembles, Dar al-Harb, Dar al-Islam, et Dar al-Ahd. Dar al-Harb, la maison de la guerre, la maison de l'islam ou de la paix, et Dar al-Ahd du pacte, la maison du pacte. Or, je ne trouve pas, de façon explicite, n'est-ce pas, disons, cet arrière-plan paradigmatique, n'est-ce pas, de l'action diplomatique du Maroc durant son histoire. Je ne trouve pas cela. Quel est l'impact de cette vision? Ça a été Cheybani, mais par la suite, Moutzidnia, Mawardi, Ibn Khaldoun, tout ça, on trouve ça dans leurs ouvrages, et du Moyen-Âge. Donc, ça devait avoir certaine influence, n'est-ce pas, sur le comportement des dynasties marocaines concernant leur conduite diplomatique. Deuxième, donc je vais sauter. Deuxième remarque concerne un point soulevé par Sey Hassan à la fin de son ouvrage concernant le statut avancé. Comme on sait, le Maroc a reçu, à sa demande d'ailleurs, la reconnaissance d'un statut avancé dans ses rapports avec l'Europe depuis 2008, mais on constate que ce statut semble marquer le pas, et on parle de moins en moins, et grâce à un certain nombre de trucs. Il y a cause, c'est un certain nombre de blocages, n'est-ce pas, qui entravent le développement de ce statut avancé concernant l'harmonisation des lois marocaines avec les réglementations européennes, concernant aussi l'ouverture des marchés. On vient de signer l'accord de libéralisation produits agricoles, etc., mais il reste un certain nombre de secteurs où ça marche, où ça bloque, où ça coince, et surtout aussi le secteur de la circulation des personnes. Donc, à ce niveau-là, il y a encore des retards. Mais surtout à cause d'un contexte politique, n'est-ce pas, marqué par des crises d'identité que traverse l'Europe, hein, et la question du Sahara qui, en fait, envenime depuis 2013 les négociations entre le Maroc et l'Union européenne. Donc, je lui soulevais ça pour ne pas rester sur disons, un temps d'optimisme concernant cette question de statut avancé que le Maroc
tenait tête. Deuxième question, le deuxième point sur lequel j'aimerais faire une petite remarque concerne aussi le dernier arrêt de la Cour européenne de justice de décembre 2016 sur justement l'accord de libéralisation agricole des poissons suite à un recours, un pourvoi en fait. C'est un pourvoi en annulation d'un premier arrêt rendu en faveur du commissaire. Accord de pêche. Accord des trois en fait. Il y a eu trois arrêts, deux sur l'accord agricole et un autre, le dernier sur l'accord de pêche. Alors, dans cet arrêt, le dernier arrêt de 2016, le Maroc a bien sûr remporté une victoire certaine. Pour deux raisons. D'abord, la Cour a déclaré l'irrecevabilité du recours du Polisario. Celui-ci n'ayant pas qualité de pouvoir agir, n'est-ce pas, pour attaquer la décision du Conseil de l'Union européenne pour approuver l'accord entre l'Union européenne et le Maroc. Donc, il a été bouté, le Polisario. Et puis, deuxième victoire concerne l'annulation du premier arrêt, n'est-ce pas, qui sauve en fait l'accord conclu entre le Maroc et l'Union européenne. Mais le Maroc, il n'est pas sorti indemne pour autant de ses affaires, de toutes ses affaires en fait. Alors, pourquoi? Parce que même bouté, le Polisario n'a pas été disqualifié en sa qualité, enfin, dans sa prétention d'être le représentant du peuple, comme on dit, ou comme on dit, du peuple sahraoui. Parce que le peuple sahraoui, cette expression du peuple sahraoui est utilisée dans l'arrêt. Le Polisario n'a pas été disqualifié en tant que représentant du peuple. Il a été bouté du fait que l'accord incriminé n'intéressait pas le Polisario parce que ça s'appliquait pas au Sahara. L'accord ne s'appliquait pas, d'après l'interprétation de la Cour, ne s'appliquait pas au Sahara. Le terme, l'expression, le territoire du royaume du Maroc a été interprété par la Cour et par le premier arrêt tribunal comme n'incluant pas le Sahara occidental. Donc, ça n'intéresse pas le président, donc il n'a pas qualité à agir. C'est pas parce qu'il représente, il n'a pas la légitimité de représenter le sang, mais parce que l'accord ne parlait pas de Sahara, parlait du territoire du. Et donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, la Cour, comme le tribunal de Luxembourg, en clarifiant en fait la position de l'Union européenne sur le Sahara. Contrairement à ce que souhaitait le Maroc. Le Maroc voulait, à travers l'expression le territoire du royaume du Maroc, implicitement inclure le Sahara, faire reconnaître pratiquement par l'Union européenne la marocanité du Sahara. Or, avec ces affaires, tout a été détruit. Il n'y a pas de reconnaissance par l'Union européenne sur le plan juridique de la marocanité du Sahara. Voilà, donc ce sont les deux choses. En fait, marié conquis, victoire, attention, il y a quand même vert dans la pomme. Et dernière remarque concerne le discours du roi du 9 mars 2011. Alors, que la Constitution de 2011 que la Constitution de 2011 s'inscrivait dans les réformes initiées par le roi depuis son intronisation, ça c'est un fait, et le fait, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la révision de la Constitution de 1996 en 2011, malgré les nombreuses demandes des partis politiques, n'était pas du tout à l'ordre du jour. C'est grâce au printemps arabe et au mouvement du 20 février que la réticence
entre autres, du régime marocain sur la primauté des traités sur la loi a été levé. Donc, puisque c'est ce contexte politique du printemps qui a imposé la religion, et par conséquent, cela a été bénéfique. Donc, pour ce que tu demandais, c'est Hassan, depuis ta thèse. Il faut que l'on reconnaisse la primauté des traités à la loi interne. D'accord. Et alors là, voilà, j'ai terminé, et merci de votre attention. Merci infiniment pour ces remarques. Vous avez répondu sur un point. Prenez remercie. Oui, non, mais je tiens à remercier nos intervenants pour ces éclairages qui stimulent effectivement la réflexion et l'actualité de cette recherche. Et le moment est venu quand même de donner la parole aux intervenants, au public, et puis nous essaierons de ne pas rester là jusqu'à trop tard ce soir, mais quand même, soyez bref, peut-être dans vos... Alors, est-ce qu'on peut avoir le micro ?